Bonjour et bienvenue dans À chacun son senior. Aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode intitulé Bienvenue dans l'ère des seniors, nous recevons Aurélien Perrier, qui est étudiant en philo socio-économique à l'ENA à Panthéon-Sorbonne. Bonjour Aurélien, comment allez-vous? Bonjour Anna, merci de m'accueillir dans ce podcast. Je vais très bien et vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de transition démographique. C'est vrai qu'on vit dans un monde perpétuel changement, que ce soit la transition écologique, la transition numérique, notamment la transition démographique, mais c'est vrai que c'est un sujet auquel on en parle peu, notamment aussi les enjeux de cette transition. En France, d'ici 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans et les seniors seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Comment explique-t-on à la fois la baisse de la fécondité et l'augmentation de l'espérance de vie? Alors effectivement, la France a aujourd'hui un taux de fécondité de 20,56 enfants par femme en 2025 et ce taux est en baisse alors que la France a longtemps connu un taux qui était supérieur à 2 contrairement à d'autres pays européens. Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la baisse de la fécondité. D'abord, on assiste à une mutation des rôles féminins et des droits des femmes. Effectivement, sur le temps long, on a vu apparaître le droit à la contraception en 68, le droit à l'avortement en 75, qui ont, en fait, diminué l'obligation sociale pour les femmes à devenir mères et on voit aujourd'hui que les femmes peuvent désormais se réaliser professionnellement et considérer le fait de faire des enfants comme une possibilité parmi d'autres et la famille n'est plus un chemin obligé comme il l'était durant les Trente Glorieuses. Et aussi, on peut dire que la libération sexuelle a largement participé à découpler la sexualité du rôle de procréation. Ensuite, on peut surtout mentionner le rôle des structures économiques et la prise en charge des enfants par les structures sociales. Effectivement, il y a une part significative de personnes qui ne veulent pas d'enfants qui l'expliquent par une impossibilité économique de procréer et une impossibilité également de concilier la vie familiale avec la vie professionnelle. Évidemment, le chômage empêche de se projeter dans une vie familiale, mais il y a aussi la crise du logement qui empêche les ménages de louer ou d'acquérir des logements plus grands et désormais les couples avec enfants peuvent difficilement vivre avec un seul salaire, ce qui contraint les 2 membres du couple à travailler, d'où une difficulté à envisager de pouvoir s'occuper d'un enfant en même temps que de travailler. Et donc finalement, le travail salarié empêche les couples de se projeter dans la vie de famille, d'autant que les places en crèche sont extrêmement rares et qu'il est assez contraignant et cher de faire garder ses enfants, d'autant que les grands-parents jouent un rôle parfois moins prépondérant au sein des familles nucléaires, puisqu'il y a une difficulté, parfois à habiter dans, la même ville, dans le même quartier entre parents et grands-parents. Un autre facteur qu'on peut citer, ce serait l'individualisme. Effectivement, désormais l'individu se conçoit comme non pas pris dans un système de relations sociales, mais surtout comme une entité qui doit se construire elle-même de façon originale et réaliser d'inspiration proprement personnelle. Un impératif qui nuit en fait à la perspective de se réaliser par la procréation et par le fait d'élever des enfants. Effectivement, les individus privilégient d'abord leur construction personnelle et leur vie personnelle avant d'envisager une structure collective ou des structures familiales, du moins pour une partie de la population. Et enfin, on peut citer des préoccupations environnementales qui incitent certains ménages, notamment assez, culturellement privilégiés, à, ne pas faire d'enfants pour des questions, environnementales et d'émissions de carbone. Et pour ce qui est de la baisse de la mortalité, alors là, c'est plus facilement compréhensible, en fait. Simplement que la médecine progresse toujours, que la mortalité infantile qui a longtemps grévé et tiré à la baisse l'espérance de vie diminue et continue à diminuer depuis très longtemps. On a aussi des problèmes de santé publique qui sont de plus en plus, rendus, clairs, comme, par exemple, les dangers de l'alcool, du bas, et cetera. Et on peut citer aussi la tertiarisation de la société. Effectivement, la désindustrialisation a participé à faire légèrement baisser la mortalité au travail et à faire baisser aussi la dégradation des corps et donc l'état de santé des Français, au détriment parfois des pays qui se sont chargés de cette, production de biens manufacturés. Mais en tout cas en France, la mortalité au travail et la mortalité tout court a baissé pour tous ces facteurs. Merci beaucoup Aurélien. Donc vous dites qu'effectivement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette transition démographique en France. Est-ce que c'est un phénomène qui reste assez localisé ou est-ce que c'est ce phénomène tend à s'étendre dans d'autres régions du monde? Bien sûr, c'est un phénomène qui touche la majorité des pays développés aujourd'hui.
Effectivement, on peut citer par exemple 2 exemples assez frappants de ce vieillissement généralisé de la population dans les sociétés développées. L'exemple de l'Italie est marquant parce que l'Italie a un taux de fécondité de 1,18 enfants par femme en 2024 et connaît ce qu'on appelle un hiver démographique. La faible natalité en Italie est une des conséquences de la place réservée aux femmes et aux jeunes dans la société italienne, parce qu'effectivement, la précarité économique se prolonge plus tard à l'âge adulte que dans la plupart des pays européens, chez les jeunes, avec un chômage des jeunes qui est particulièrement élevé, et l'écart entre le taux d'emploi des femmes et des hommes est un des plus élevés d'Europe. Il y a aussi une précarité des jeunes et un manque d'opportunités d'emploi pour eux qui mène à une fuite des cerveaux importante. Et on peut dire qu'en 20 ans, le nombre d'Italiens à l'étranger est passé de 3 à 6 millions, ce qui montre bien que les jeunes Italiens ne sont plus du tout enclins à rester en Italie pour former des familles sur leur terre natale. On peut ajouter que la politique nataliste de Meloni n'a pas changé grand-chose à la donne et le budget alloué post-Covid à la construction de crèches n'a pas pu rencontrer en fait un personnel formé qui a pu permettre de faire fonctionner ces crèches. Et les femmes ont toujours des difficultés à trouver des emplois en Italie parce que en fait, ces difficultés institutionnelles sont à la croisée de plusieurs facteurs et donc la politique unilatérale nataliste ne permet pas aux femmes de vraiment trouver un emploi de façon durable. Il se passe la même chose dans les pays développés d'Asie, particulièrement en Corée du Sud. Effectivement, là-bas, on est à 0,72 enfants par femme en 2023 et les causes sont assez similaires, c'est-à-dire qu'il y a une crise économique en Corée du Sud en 97 qui a fait brutalement chuter le taux de fécondité et les jeunes se sont sentis en forte insécurité économique, professionnelle, ce qui a conduit de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes à retarder leur mariage et à considérer qu'il était impossible de procréer. Et le pays a également connu un développement extrêmement rapide, ce qui a participé à créer de fortes inégalités économiques dans le pays, une forte marginalisation sociale, un coût de la vie très élevé, des salaires assez bas et un marché du logement inabordable, ce qui a empêché beaucoup de Coréens et de Coréennes du Sud à enfanter. Et donc, ces facteurs-là sont réplicables dans de nombreux pays, au Japon, en Espagne, et cetera. Dans les médias comme dans le débat public, on parle désormais davantage de seniors que de personnes âgées, enfin, que du terme personnes âgées. Comment on peut expliquer ce changement de terminologie? Alors, il faut voir que, comme tout phénomène social, le vieillissement est l'objet d'une construction sociale et institutionnelle qui conditionne la façon dont on pense et on organise cet âge de la vie. Au cours du XXe siècle, les vieillards sont devenus des retraités avec la généralisation des retraites et des catégories nouvelles sont progressivement apparues pour désigner ces personnes âgées. On a eu les personnes du troisième âge dans les années 60, les personnes âgées dépendantes dans les années 80 et enfin les seniors dans les années 90. Le terme senior, il opère d'abord une forme de rupture avec les connotations négatives associées à la vieillesse. Là où les personnes âgées évoquaient la dépendance, le déclin et la marginalisation sociale, le senior emprunte au vocabulaire anglo-saxon du monde du travail et du sport une image de compétence, d'expérience valorisée et d'activité. On change donc les termes pour tenter de changer la réalité perçue et la place assignée à un groupe social. C'est le phénomène de nomination de Bourdieu. Le terme senior efface en fait symboliquement la rupture que constitue la retraite pour suggérer une forme de continuité avec le monde des actifs. Et c'est aussi le marketing qui a participé à la construction du terme de senior. Les assurances-vie, les banques, les acteurs de la silver economy ont compris que le groupe des seniors pouvait être économiquement mobilisé en visant notamment les gagnants du baby-boom, aux pensions élevées qui ont pu profiter d'un marché du logement et du travail beaucoup plus favorable que les jeunes. Le marketing a donc construit la notion de senior comme segment de consommateur à part entière, doté d'un certain pouvoir d'achat et de temps libre pour consommer. Et enfin, on peut citer le sociologue Vincent Karadec, qui évoque le fait que le terme sous-entend une injonction au bien vieillir. En fait, rester actif, être autonome, connecté, être consommateur, ce sont des façons pour les personnes âgées d'être légitimes et de marquer leur importance sociale. Finalement, il y a une forme de nouvelle norme du bien vieillir et du vieillissement, le successful aging, qui fait de l'activité et de l'autonomie les marqueurs d'un vieillissement réussi, tout en rejetant implicitement dans l'anormalité les facteurs de vieillissement et de dépendance. C'est en fait la tension qu'on retrouve entre 2 figures du vieillissement en France, c'est-à-dire le retraité actif et intégré d'un côté et la personne âgée dépendante de l'autre. Cette dernière qui est l'expression de la vulnérabilité et des facteurs, d'inégalité économique. Est-ce que ce changement de terminologie, est-ce que ça en dit long sur notre difficulté
valoriser la vieillesse, nos aînés en France? Alors je dirais que ce changement de terminologie marque une recomposition des représentations de la vieillesse et de l'environnement normatif qui structure ce vieillissement de la population. En fait, on valorise nos aînés, mais seulement sous certaines conditions, à savoir qu'ils soient actifs, qu'ils soient encore autonomes, qu'ils s'investissent dans des associations, qu'ils consomment. Et en fait, c'est une marque du contrat intergénérationnel implicite. Les aînés restent légitimes socialement tant qu'ils donnent également quelque chose en échange, en fait. Et les impératifs sociaux de productivité et d'activité, et nos contraintes en matière de temps libre et d'énergie à dépenser pour les autres, et cetera, nous contraignent à voir les personnes âgées dépendantes, isolées et atteintes de diverses pathologies et de de formes de difficultés mentales comme des charges, comme des contraintes face à l'impératif de productivité. Donc finalement, à partir du moment où la société salariale fait découler la valeur d'un individu, de sa capacité de productivité, les retraités sont privés de leur valeur sociale principale, de reconnaissance sociale. Et c'est ça, en fait, qui, nuit à la reconnaissance des seniors, c'est le fait que la reconnaissance sociale soit indexée sur la productivité et sur le contrat salarial des Trente Glorieuses, hérité des Trente Glorieuses. Merci, donc vous dites qu'effectivement donc ce changement de terminologie résulte de la difficulté à valoriser, la vieillesse en France. Est-ce le cas, dans d'autres pays? Alors, en fait, on peut faire une forme de distinction selon les régions du monde et les structures culturelles et professionnelles. Dans les pays d'Asie, comme au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, on valorise beaucoup, en héritage du confucianisme, la piété familiale et la piété filiale. Et donc, en fait, le soin aux personnes âgées est érigé comme devoir moral. Mais cet idéal culturel, il se heurte aux réalités économiques comme l'urbanisation, le travail des femmes, l'isolement des aînés dans les grandes villes et à l'isolement, l'invisibilisation et la précarité très forte des personnes âgées. Donc finalement, cet impératif ne peut que difficilement se réaliser étant donné les structures économiques et sociales qui ont connu de fortes mutations dans ces pays. Au contraire, on voit que dans les pays nordiques, comme en Suède, au Danemark ou en Norvège, la valorisation des aînés passe moins par les liens familiaux intenses que par une forte institutionnalisation du care, qui est financée collectivement et professionnalisée, ce qui fait que les personnes âgées ne sont pas perçues comme des charges familiales, mais comme des citoyens à part entière qui bénéficient de droits sociaux, qui sont pris en charge par la communauté. Et un troisième modèle peut être distingué au milieu de tout ça, ce serait le modèle des pays méditerranéens, comme l'Italie ou l'Espagne, qui maintiennent davantage la figure de l'aîné comme pilier central de la famille élargie, ce qui produit une forte intégration sociale des personnes âgées, mais au prix d'une charge considérable qui pèse sur les aidants familiaux, qui sont massivement féminins et souvent en situation de précarité. Et finalement, la France, au milieu de tout ça, se situe dans un intermédiaire entre un modèle méditerranéen et un modèle des pays nordiques, puisque les retraites et les EHPAD sont pris en charge partiellement, pour les retraites en tout cas, par la collectivité, mais pas complètement puisque, les aidants et les aidantes ont aussi un rôle majeur dans la prise en charge des personnes âgées aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, les seniors, aujourd'hui, sont valorisés, souvent donc à condition qu'ils apportent une certaine contribution économique. Comment les seniors, s'impliquent-ils, dans notre société? Alors, en fait, les seniors constituent, bah, comme on le sait, un réservoir important dans le monde du bénévolat. En 2010, on avait 51 des plus de 65 ans qui étaient engagés dans une association à titre bénévole, mais ce chiffre, en fait, est en baisse puisque les plus de 50 ans sont certes, ils sont plus engagés que les autres tranches d'âge, mais aujourd'hui, les seniors ont tendance à moins s'engager qu'avant. Parce qu'effectivement, le nombre de retraités progresse plus vite que le nombre de seniors engagés dans le bénévolat. Il y a 3 hypothèses pour expliquer cette, faible progression. C'est d'abord l'impact du durcissement des conditions de départ à la retraite. Parce qu'effectivement, en fait, les personnes âgées sont de plus en plus usées au moment où elles arrivent à la retraite et donc elles sont trop fatiguées pour pouvoir participer à des activités associatives. On a aussi une concurrence avec la solidarité familiale puisque, en fait, finalement, les liens familiaux sont assez forts pour que les personnes âgées ne se sentent pas toujours dans le besoin de participer à des activités associatives. Et également, la précarité économique de certaines personnes âgées les oblige à avoir des petits boulots ou des activités économiques compensatoires de leur petite retraite. On estime aujourd'hui que 800 000 retraités travaillent
et que ce chiffre est voué à augmenter. Et enfin, il y a une parole collective qui est assez faible, vis-à-vis de l'implication des seniors dans la société, ce qui ne favorise pas l'implication des seniors dans les activités associatives. Mais cette activité associative, elle est souvent le signe que les personnes âgées ont besoin de se sentir socialement utiles, de se sentir reconnues dans la communauté, parce qu'ils ont perdu les liens sociaux propres au monde du travail et du monde salarial. Et donc, ce qu'on voit, c'est que donc, l'activité professionnelle rémunérée constitue aussi une forme d'implication des personnes, âgées, qu'elles soient contraintes ou volontaires. Et enfin, on peut noter qu'il y a une forme de solidarité intergénérationnelle informelle qui, marque une forte activité des seniors. Parce qu'effectivement, les seniors qui sont grands-parents assurent une part considérable de la garde des jeunes enfants. Ils suppléent ainsi aux insuffisances des modes de garde institutionnels, parce que les crèches sont très rares, enfin sont assez rares et insuffisantes en France. Et c'est une fonction économique qui est assez significative en fait, puisqu'elle permet aux enfants des seniors de maintenir une activité professionnelle, notamment pour les mères. Et au-delà de la garde d'enfants, il y a des transferts financiers ascendants-descendants qui sont très importants en France, que les personnes âgées donnent beaucoup, elles font des donations, des aides ponctuelles, des transmissions patrimoniales anticipées. Et donc la famille française fonctionne comme un amortisseur économique intergénérationnel, dans lequel les seniors occupent souvent la position de pourvoyeurs de ressources plutôt que de bénéficiaires passifs. Quel est l'impact du moins de cette transition démographique sur, notre système de retraite, actuellement en France? Alors, je pense qu'il faut se méfier en fait des conclusions politiques qui seraient présentées comme immédiates et nécessaires face à des mécanismes économiques. Effectivement, évidemment, le vieillissement de la population augmente les besoins en financement de la caisse des retraites et diminue le nombre d'actifs qui contribuent à financer cette caisse. Cependant, en fait, les solutions économiques qu'on mettra en place pour parvenir à financer les retraites seront toujours le fruit de décisions politiques. Donc on ne peut pas tirer mécaniquement des conséquences politiques du vieillissement de la population. Le discours néolibéral a fait dire en fait au gouvernement, qui a mis en place par exemple la réforme des retraites, qu'il n'y avait pas d'alternative à l'allongement du temps de travail, alors qu'il y a beaucoup d'alternatives en fait, et que ce sont des décisions politiques. On peut par exemple penser comme alternative à de meilleures politiques de redistribution, à une taxation plus juste des hauts revenus et des hauts patrimoines, à une plus grande imposition de l'héritage. On peut choisir de combler la perte nette de financement des retraites par de nouveaux autres moyens que l'allongement du temps de travail par exemple. Et finalement, les effets du vieillissement de la population sur le système de retraite seront toujours le fruit d'une décision politique et non pas d'un mécanisme économique indépendant du gouvernement. Merci. On va parler désormais donc des problématiques qui sont liées, au vieillissement, donc notamment le logement. Aujourd'hui, on prône aussi une, politique, du bien vieillir et selon une étude, il y a 92 des Français qui souhaitent, vieillir chez eux. Quelles sont les politiques qui sont actuellement mises en place afin de pouvoir, répondre à leur volonté plutôt que de, on va dire, de faire sa fin de vie dans d'autres, structures, dans d'autres établissements, médico-sociaux? Alors il y a quelques politiques qui ont été mises en place récemment, même si elles sont assez insuffisantes. La première réponse que l'État français a mis en place, c'est le dispositif MaPrimeAdapt, qui est un dispositif lancé en 2024 qui finance jusqu'à 70 des travaux d'adaptation pour les ménages modestes. Ça comprend par exemple l'installation de barres d'appui, de douches à italienne, de monte-escalier, de rampes d'accès, etc., avec un plafond de travaux à 22 000 €. Mais cette politique se heurte à plusieurs limites structurelles. Elle est centrée sur les propriétaires et dans les grands centres urbains, on sait que 32 des personnes âgées sont locataires. Et de plus, les travaux dans les immeubles collectifs sont assez difficiles à mettre en œuvre et soumis au vote des copropriétés. Il y a aussi une question d'accessibilité des bâtiments qui est importante à prendre en compte. En fait, l'accessibilité, elle a souvent été insuffisamment encadrée en France, parce que les règles de la construction obligeaient depuis 1918 à l'installation d'un ascenseur uniquement dans les bâtiments comportant plus de 3 étages, au-dessus du rez-de-chaussée. Et ce seuil n'a été abaissé à 2 étages qu'en 2019, ce qui fait que 94 des personnes âgées vivant dans un appartement construit avant 46 n'ont pas d'ascenseur. Ce qui nuit évidemment aux bien logés et au fait de pouvoir habiter, son logement assez tard dans sa vie. Et donc en fait, il s'agit de trouver une solution aussi face à l'isolement rural des personnes âgées qui sont donc majoritaires à vivre, dans des zones rurales et isolées.
Ce qui est assez difficile, en fait, parce que France Services tente de maintenir une présence des services dans les territoires ruraux, mais ça ne permet pas de résoudre les problèmes de mobilité des personnes âgées elles-mêmes. Et certains départements, face à ça, ont développé des services de transport à la demande, mais la couverture de ce service est assez inégale selon les régions. On peut enfin parler de nouvelles formes d'habitat qui pourraient être mises en place pour éviter l'isolement social des personnes âgées. Il y a notamment des initiatives d'habitat inclusif qui sont reconnues et financées par la loi Élan de 2018 via l'aide à la vie partagée, qui permet à des personnes âgées de vivre ensemble dans un logement partagé et de bénéficier de services mutualisés tout en conservant une certaine autonomie. Et la cohabitation intergénérationnelle est également encouragée par des dispositifs fiscaux et portés par des associations comme Ensemble de générations. Mais ces initiatives demeurent assez marginales et s'adressent à des profils favorisés qui sont capables de s'informer et de mobiliser ces dispositifs. Donc finalement, le vieillir chez soi reste assez limité parce que les politiques publiques n'ont pas tout à fait pris la mesure de l'ampleur du problème. Merci. Au quotidien, les personnes âgées sont pour la plupart accompagnées, donc que ça soit par leurs proches, donc les aidants ou autres, mais notamment aussi, par les professionnels de santé qui jouent un rôle majeur dans le maintien à domicile. C'est vrai que ces professionnels, sont en première ligne pour, subvenir, aux besoins, de nos aînés, de faire en sorte qu'ils puissent, vieillir dans de meilleures conditions, préserver aussi une certaine dignité. Pensez-vous qu'en France, ces professionnels de santé soient assez valorisés? La question, est un peu rhétorique, c'est-à-dire qu'évidemment non, les professionnels de santé ne sont pas assez valorisés. Globalement, les aides-soignantes et les infirmières, par exemple, sont en majorité des femmes, à 90 pour les aides-soignantes en activité et à 87 pour les infirmières salariées. Or, on sait que la valeur économique et symbolique accordée à un métier tend à décroître à mesure que sa féminisation augmente. Les qualités mobilisées dans ces métiers, comme la patience, l'empathie, la douceur, la disponibilité émotionnelle, sont celles que la socialisation féminine a inculquées aux femmes comme des dispositions naturelles plutôt que comme des compétences acquises, et donc valorisables économiquement. Or, ce qui relève de la nature ne se rémunère pas, ne se diplôme pas, ne se reconnaît pas, et donc finalement, les soignantes, par exemple, qui font un travail émotionnel et qui aident des personnes âgées en détresse et qui gèrent, tout ce qui est impliqué par les activités quotidiennes et biologiques, pour aider des personnes qui ont perdu en autonomie à vivre, en fait, ne sont toutes ces activités ne sont pas rémunérées à la hauteur des compétences qu'elles impliquent. Et donc finalement, on a des personnels à majorité féminine qui ne sont pas du tout valorisés pour leurs compétences spécifiques. Ce sont aussi des métiers qui sont parmi les plus pénibles du marché du travail français. Les aides-soignantes et les auxiliaires de vie réalisent des gestes de manutention répétés, comme les toilettes, les transferts, les mobilisations, etc., de personnes qui sont très lourdes, et donc c'est un travail extrêmement physique qui génère beaucoup de troubles musculo-squelettiques, un rythme bien supérieur à la moyenne des actifs. En EHPAD notamment, le taux d'accident du travail est parmi les plus élevés de tous les secteurs en activité, de tous les secteurs d'activité, et l'usure corporelle est souvent irréversible et précoce. Il y a aussi des dégâts psychiques qui sont observés chez les professionnels. Ils sont exposés à une charge émotionnelle importante, ils se confrontent quotidiennement à la souffrance, à la dépendance, à la mort des personnes dont ils s'occupent, et parfois une forme de maltraitance institutionnelle causée par le nouveau management public ou par des normes de productivité qui sont déraisonnables et insurmontables, étant donné les effectifs. Et tout cela génère énormément de souffrance psychique chez ces travailleurs et travailleuses. Effectivement, l'enquête de la DREES de 2017 sur les conditions de travail en EHPAD montrait que près d'un professionnel sur deux déclarait ne pas avoir suffisamment de temps pour assurer des soins de qualité, qui constitue une source majeure de conflits éthiques et de souffrance au travail. Les structures privées économisent en main-d'œuvre, les structures publiques sont, comme je l'ai dit, soumises au nouveau management public qui incite majoritairement à l'efficacité au détriment du bien-être des personnes qui sont prises en charge et de la qualité des services publics. Et la faible valorisation salariale de ces métiers, elle est frappante au regard de leur pénibilité et de leur utilité sociale, et aussi des compétences qui sont mises, en jeu dans ces métiers. La rémunération de ces personnels est souvent proche du SMIC, pour des métiers qui demandent pourtant une formation spécifique. C'est ce qu'on appelle en fait la penalty du care, c'est-à-dire que les secteurs où le travail relationnel et émotionnel est central sont systématiquement moins bien rémunérés que les secteurs à dominante technique ou productive, ce
qui est reflet d'une forme de hiérarchie des valeurs patriarcales, où les valeurs techniques et masculines sont plus valorisées que les compétences associées au féminin. Ça se voit aussi, dans, le temps qui est requis pour, préparer les diplômes qui servent à devenir aide-soignante ou auxiliaire de vie. Parce que ces diplômes se préparent en général en 9 à 10 mois et en fait, ils sont volontairement rendus courts pour pouvoir légitimer une forme de domination sociale et légitimer le fait que ce sont des métiers peu diplômés, alors qu'en réalité, ce sont des métiers qui demandent de nombreuses compétences et qui sont extrêmement, peu valorisés. Et une dimension supplémentaire qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a une représentation des travailleurs et travailleuses immigrés dans ces secteurs. En France, les personnes nées à l'étranger représentent environ 30 des aides à domicile et une proportion significative des agents de service en EHPAD sont des personnes issues de l'immigration, selon l'INSEE. Une représentation qui résulte surreprésentation qui résulte d'une ségrégation professionnelle ethno-raciale par laquelle les emplois les plus pénibles, les moins bien rémunérés et les moins valorisés tendent à être occupés de façon disproportionnée par les populations issues de l'immigration. Et ce sont des travailleurs qui subissent en fait une double dévalorisation, la dévalorisation du genre et celle de l'origine, ce qui donc contribue doublement à une dévalorisation de ce genre de métier, alors qu'il bénéficie à toute la société française et qu'il est largement invisibilisé par le discours public et par, les politiques publiques, notamment d'investissement dans les structures comme l'hôpital, le soin et cetera. Merci. J'espère que du moins on arrivera à valoriser ces métiers qui sont essentiels et qui vont permettre aussi à toutes, ces personnes enfin, il y a toutes ces personnes, mais aussi aux futures générations de vieillir dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est vrai que le vieillissement de la population est souvent présenté comme un défi. Peut-on le percevoir aussi comme une opportunité pour repenser notre modèle socio-économique? Oui, bien sûr, ça ce serait une occasion de le faire effectivement, parce que le vieillissement invite à penser une prise en charge publique de la question de l'autonomie des personnes âgées. Actuellement, la charge du soin, aux personnes âgées revient surtout aux familles et en particulier aux femmes, ce qui redouble les inégalités en matière de répartition du travail domestique et du care, d'isolement et de précarité économique. Faire de cet enjeu un problème public permettrait donc d'éviter de faire peser sur les femmes des familles, le soin aux personnes âgées et de repenser aussi les moyens de financer les services publics et les aides, par exemple, par une fiscalité plus progressive. Ça permet aussi de repenser la solidarité intergénérationnelle et l'inclusion des personnes âgées dans la vie sociale. Effectivement, on peut penser une forme de solidarité de proximité et des formes d'entraide concrètes qui sont possibles, locales, non institutionnalisées, qui relieraient des individus d'âge différents autour de besoins réciproques. Par exemple, donc l'habitat intergénérationnel qu'on a cité, les jardins partagés intergénérationnels, des cafés animés par des retraités, etc., qui sont autant de manières d'inclure les personnes âgées et de repenser le modèle social aussi à travers les catégories d'autonomie et de solidarité intergénérationnelle. On peut aussi dire que le vieillissement oblige à reconsidérer ce que ça signifie que d'être inclus dans la vie sociale. Ça ouvre la voie à une forme de société moins fondée sur le salariat, qui valoriserait d'autres formes d'activités comme le bénévolat, l'engagement politique, associatif, etc. Et ça invite également à penser la transmission des savoir-faire, le soin aux voisins et aux personnes âgées, les associations culturelles, des conseils de quartier qui seraient constitués de personnes âgées et cetera. Et donc en fait à revaloriser de manière plus générale l'engagement, social tourné vers autrui et non plus seulement tourné vers l'activité économique et vers la productivité. Ça invite également à revaloriser économiquement et symboliquement les activités du care à leur juste valeur, qu'elles soient professionnelles ou non, voire à remettre en question la division genrée du travail. Parce qu'effectivement, on l'a vu, on ne pourra pas s'adapter au vieillissement de la population de façon juste, sans prendre en compte le fait que les femmes aidantes et du care sont des victimes majeures d'une mauvaise prise en charge des personnes en perte d'autonomie par les pouvoirs publics, et que déléguer les activités de soins en famille, ce sera toujours pénaliser l'autonomie des femmes et les institutionnaliser, pardon. Ce sera toujours, en fait, ignorer des processus de domination majeurs au sein du monde du travail, si du moins on ne revalorise pas les métiers du care et qui sont tournés vers autrui et qui sont majoritairement féminins. Donc finalement, le vieillissement de la population ne sera pas juste tant qu'on n'aura pas réglé la question du patriarcat et de la division sexuée du travail. Merci. Donc finalement, le vieillissement de la population, relève beaucoup de problématiques, actuelles, sur le plan socio-économique. Exactement, oui. Et justement, quel serait le coût d'une, société qui ne s'adapte pas à cette forme de seniorisation, de la société? Bah, effectivement, le coût serait assez énorme puisque, bon, comme vous l'avez évoqué, bah,
Le vieillissement, en fait, est à la croisée de beaucoup de, dynamiques de domination, dans la société. Donc le coût, en fait, ce serait celui d'une société dont le modèle social de financement des retraites serait mis en danger, ce qui risque d'aggraver les inégalités socio-économiques entre seniors, notamment entre propriétaires et locataires, par exemple, ou entre personnes isolées et personnes non isolées. Ce serait aussi une forme d'aggravation de la charge de travail du care des femmes, aidantes ou non. Et ce serait aussi une plus forte isolation des personnes âgées, loin des centres urbains, et un moindre engagement bénévole de la part des personnes âgées, ce qui nuirait au développement de la silver economy, de la vie associative en général, de la grand-parentalité active, alors que toutes ces activités donc dont s'occupent en majorité les seniors qui peuvent encore se le permettre, participent en fait à créer le tissu social, à empêcher la dénatalité, etc. Si on empêche en fait ces activités associatives ou de prise en charge, des enfants, des générations les plus jeunes, eh bien, on empêche en fait le système salarial de façon générale de fonctionner et le système redistributif sur lequel est fondée la société aujourd'hui de fonctionner correctement. Donc en fait, ce serait une autodestruction du modèle salarial de redistribution. Merci. On va parler désormais d'une autre problématique liée au vieillissement qui est l'isolement des personnes âgées. Actuellement, en France, il y a 2 millions de personnes âgées qui sont isolées, 750 000 personnes qui sont en situation de mort sociale. Comment on explique ces résultats? Alors le premier facteur explicatif à ces résultats qui sont assez inquiétants, c'est le fait que la retraite constitue une forme de rupture biographique majeure dans les sociabilités des individus. Donc on a vu que la société salariale était fondée sur donc l'activité salariale et l'activité du travail productif, qui constituait en fait un organisateur de temps, de relations sociales, d'identité pour la grande majorité des individus dans une société. Partir à la retraite, donc, en fait, ça signifie perdre simultanément ses collègues, ses routines de travail, son statut social et le sentiment d'être utile et reconnu socialement. Ce qui est encore plus vrai pour les catégories sociales comme les ouvriers et les employés, pour qui les réseaux de sociabilité hors du travail sont moins développés, alors que les cadres et les professions intellectuelles supérieures disposent de capitaux culturels et sociaux qui leur permettent de reconvertir leur énergie vers des activités associatives, culturelles et politiques qui leur permettent d'être toujours actifs même une fois la retraite atteinte. Et donc les milieux populaires, en fait, bénéficient moins de ces ressources de substitution, ce qui produit une forme d'inégalité et de l'isolement. Parce qu'effectivement, vieillir seul, ce n'est pas réparti de façon égale dans la société. Les personnes qui ont le moins de capitaux culturels et sociaux à l'origine pâtissent le plus de l'isolement social une fois qu'elles vieillissent. Un deuxième facteur qui participe à l'isolement, c'est la transformation profonde des structures sociales à l'œuvre depuis la fin des Trente Glorieuses, on va dire. On a assisté en fait à une forme d'érosion des solidarités familiales traditionnelles. La famille est devenue nucléaire, ce qui a un petit peu évincé le rôle des personnes âgées dans la famille. La mobilité géographique liée au marché du travail a réduit les liens entre la génération de nos parents et celle de nos grands-parents. On peut également citer l'allongement de l'espérance de vie qui a fait que en fait, des personnes de plus en plus âgées étaient en vie et donc étaient soumises potentiellement à l'isolement social. On peut enfin dire que les territoires ne sont pas neutres dans ce processus d'isolement social, puisque les personnes âgées sont surreprésentées dans les communes rurales et les petites villes, là où les services de proximité se raréfient, où les transports en commun sont quasi inexistants, et où la perte de permis de conduire en fait signifie une forme de mort sociale et un point de bascule dans l'isolement pour les personnes âgées en milieu rural. Il y a aussi une forme d'isolement symbolique qui est à l'œuvre pour les personnes âgées, puisque elles sont en fait privées d'une forme de reconnaissance sociale, souvent du fait de l'agisme, du fait qu'elles sont très peu représentées politiquement et socialement dans les structures sociales et dans les médias, ce qui laisse place à des formes d'auto-exclusion de la part des personnes âgées qui vont s'auto-marginaliser et moins participer aux activités sociales. Enfin, on peut citer certaines défaillances sociales et institutionnelles qui sont à l'origine de cet isolement. On peut citer la fermeture progressive des services publics de proximité dans les territoires ruraux, les quartiers populaires, face à une forme d'urbanisation, de néo-urbanisation et de dématérialisation des services publics qui, en fait, a accru la dépendance des citoyens aux outils numériques, alors même que les personnes âgées sont souvent en proie à une forme de rupture numérique et d'illettrisme numérique, on dirait aujourd'hui. Et donc, ça fait qu'elles sont privées en quelque sorte, de certaines informations administratives, de certains droits sociaux à cause de cette fracture. Ça produit ce qu'on appelle en fait une désaffiliation numérique qui redouble l'isolement social des personnes âgées. Merci. Face à cette problématique de l'isolement des personnes âgées, par quels moyens pouvons-nous redonner place donc à ces personnes qui sont aujourd'hui invisibilisées par notre société? Alors il y a évidemment beaucoup de manières de le faire.
Alors, on a déjà exposé certaines possibilités, donc l'habitat intergénérationnel, les jardins intergénérationnels, les activités associatives et bénévoles, la garde d'enfants et cetera. Tout ça, donc c'est assez connu. Mais en fait, il s'agit de repenser une forme de citoyenneté active des seniors, c'est-à-dire une conception dans laquelle les personnes âgées ne sont pas uniquement des bénéficiaires passifs de la solidarité collective, mais des acteurs et des actrices à part entière de la vie démocratique. Ça passe en fait par le fait d'inclure des personnes âgées dans des conseils consultatifs locaux, par exemple, dans des prises de décision politiques. Ça signifie aussi financer, par exemple, des programmes de mentorat intergénérationnel dans les entreprises, dans les écoles, etc. Et ça passe aussi par une lutte contre la désaffiliation numérique avec, par exemple, des ateliers numériques intergénérationnels. Il s'agit aussi de recréer une forme de contrat intergénérationnel par la participation financière et patrimoniale des personnes âgées les plus favorisées. Effectivement, ce qu'on observe et ce qui, en fait, creuse l'écart intergénérationnel, c'est que les personnes âgées constituent aujourd'hui la génération la mieux dotée patrimonialement en France. Selon l'INSEE, effectivement, les ménages dont la personne de référence a plus de 60 ans détiennent aujourd'hui plus de 60% du patrimoine net des ménages français, alors qu'à l'inverse, les jeunes générations font face à une forme de précarisation croissante du marché du travail, une crise du logement sans précédent et des perspectives de retraite dégradées. Et donc cette fracture patrimoniale et intergénérationnelle, elle constitue une forme de rupture du pacte républicain qui était fondé sur l'égalité des chances et sur la solidarité entre les générations. Et ça appelle en fait à des solutions qui sont fiscales et institutionnelles. Effectivement, on peut citer plusieurs niveaux dans l'élaboration de cette solution. Un premier niveau, ce serait celui d'une forme de fiscalité successorale qui serait plus juste. Alors aujourd'hui, l'impôt français sur les successions, il existe, mais il est truffé d'abattements fiscaux, d'exonérations, qui permettent aux patrimoines les plus importants d'être transmis quasi intégralement au sein des familles les plus aisées. Et donc une réforme de la fiscalité successorale, dans le sens d'une forme de redistribution vers des fonds dédiés à la jeunesse, à la formation, au logement, contribuerait à un mécanisme de solidarité intergénérationnelle qui serait institutionnalisé et qui permettrait de réduire l'écart intergénérationnel, donc entre les jeunes qui sont soumis à un marché du travail difficile et à une crise du logement, et des personnes âgées qui ont profité, pour certaines, des Trente Glorieuses. Et ce serait en fait ce que Piketty appelle une forme d'héritage universel qui pourrait être mis en place, une forme de dotation versée à chaque jeune atteignant l'âge adulte, qui serait financée par une refonte de la fiscalité du patrimoine, qui permettrait de redistribuer une partie de la richesse accumulée par les générations âgées vers les générations plus jeunes. Un deuxième levier qu'on pourrait mettre en place, ce serait le viager et les nouvelles formes de mobilisation du patrimoine immobilier. Effectivement, en France, il y a énormément de personnes âgées qui vivent dans des logements dont elles sont propriétaires, ce qui représente en fait un patrimoine immobilier qui pourrait être mis à contribution. Les dispositifs comme le viager solidaire, par exemple, dans lequel une personne âgée modeste vend son logement à une collectivité ou un organisme social en échange d'un bouquet de rente, permettrait de libérer ce patrimoine tout en sécurisant les conditions de vie des personnes âgées pour les accompagner de façon juste durant la fin de leur vie. Et enfin, un troisième mécanisme qui pourrait être mis en place, ce serait une forme de donation de son vivant. Effectivement, la France enregistre une augmentation des donations intergénérationnelles. Les parents et les grands-parents aisés transmettent de plus en plus de leur vivant à leurs enfants et petits-enfants pour les aider à accéder à la propriété ou financer leurs études. Mais ces donations demeurent assez réservées en fait aux familles les plus favorisées, et donc l'enjeu serait d'étendre cette forme de donation dans une logique de solidarité patrimoniale à toutes les classes sociales et à toutes les strates de la société pour aider à une politique de redistribution. Et le but, en fait, de tous ces mécanismes serait de consolider la solidarité intergénérationnelle pour essayer de colmater cette fracture qu'on a aujourd'hui entre les personnes âgées et les générations plus jeunes. Et enfin, dernière question, quel message souhaiterez-vous transmettre à celles et ceux qui ne se sentent pas concernés par les problématiques liées au vieillissement? Bah, effectivement, je pense que comme on l'a vu, le vieillissement, c'est vraiment un problème qui touche tout à chacun. C'est-à-dire que nous avons tous, plus ou moins des parents qui sont vieux à vieillir ou qui sont déjà vieux et dont nous allons devoir nous occuper. Et le problème, c'est que c'est une question de justice que de considérer le bien vieillir, c'est-à-dire que ça concerne à la fois les personnes âgées qui vont potentiellement connaître l'isolement social, une forme de désaffiliation, une forme de précarité à la fois sociale et économique, mais ça concerne aussi donc toutes les personnes qui vont être en charge du soin de ces personnes âgées, majoritairement des femmes, parfois immigrées comme on l'a vu pour le cas des aides-soignantes et des auxiliaires de vie. Et donc en fait, on voit que le vieillissement, s'il est mal encadré, il va redédoubler les injustices structurelles à l'œuvre dans la société, alors qu'il pourrait être, comme vous l'avez évoqué Anna, une forme de façon de repenser les structures socio-économiques et de repenser aussi la redistribution intergénérationnelle et la solidarité intergénérationnelle
de façon à la fois institutionnelle, puisqu'il s'agit de prendre en charge au niveau public et au niveau de l'État l'autonomisation et l'autonomie des personnes âgées, mais aussi au niveau fiscal et au niveau culturel, avec une plus grande intégration des personnes âgées dans les institutions bénévoles, dans, les processus d'aide à la personne et processus de relations sociales également, qui ne se fassent pas au détriment des femmes et des personnes qui vont aider ces personnes âgées. Bah, merci beaucoup Aurélien d'avoir, répondu à toutes ces questions Merci beaucoup Anna, c'était un plaisir et et nous nous retrouvons, très prochainement pour un prochain épisode. À très vite. à très vite.